Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ce qui est intéressant dans cette étude, parce que c'est une étude de l'INSEE, non seulement leur revenu a augmenté beaucoup plus vite que le reste de la population, mais qu'en plus, leur taux d'imposition moyen a diminué. Et là, on parle que du revenu, on parle pas du patrimoine. Si on parlait du patrimoine, là, ce serait des écarts encore plus importants. Puis il y a eu les lois travail, puis il y a eu le CICE, puis il y a eu la flat tax, puis il y a eu la baisse de l'IS. C'est criant, c'est parlant, on a le graphique qui montre que voilà, les dernières réformes fiscales ont plus profité aux plus riches. Là, c'est indéniable. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et on en a du travail, nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on apprend, si j'ose dire, que les écarts de revenus se creusent en France depuis les années 2000, que les 0,1% s'enrichissent bien plus vite que le reste de la population. C'est parti. Vous le savez maintenant, ça fait des années, et oui 4 ans déjà, dans l'Instant Porcher, qu'on vous démontre que les infimes plus riches s'enrichissent, et ça bien plus vite que le reste de la population, et qu'en plus de cela, leur taux d'imposition en proportion est plus faible. D'où le débat légitime sur la taxation, surtout pendant les discussions budgétaires actuelles. Chez les libéraux, ça crie au stalinisme, mais encore une fois, les chiffres nous donnent raison. Entre 2003 et 2022, le revenu des plus aisés augmente plus vite que celui des autres foyers, avec une forte volatilité. L'INSEE a sorti une nouvelle étude. En 2022, le revenu annuel moyen des foyers fiscaux à très haut revenu, soit les 0,1%, s'établit à 1 million d'euros contre 31 000 euros pour les autres foyers. Mais d'où viennent ces revenus ? C'est très intéressant. Les revenus des autres foyers fiscaux sont composés à 90% de traitements, salaires, pensions et retraites, contre seulement 38% pour les foyers à très haut revenu. Donc pour les 0,1%, les revenus de capitaux mobiliers représentent 47%, les bénéfices professionnels 11% et les revenus fonciers 3%. Et entre 2003 et 2022, les infimes plus riches se sont enrichis plus vite que le commun des mortels de par l'augmentation des revenus financiers et fonciers, et leur taux d'imposition moyen a baissé de 29,2 à 25,7%. La forte croissance des revenus des plus aisés et la progressivité du barème font que la part de l'impôt sur le revenu payé par les foyers fiscaux à très haut revenu s'est accrue en 20 ans, malgré un taux donc qui diminue. Thomas, rien de surprenant là dans ces chiffres ? Oui, rien de surprenant. Alors, tu l'as très bien décrit. En fait, vous avez les 0,1%. Grosso modo, c'est 40 000 ménages qui gagnent en revenus en moyenne 1 million d'euros par an. Et on voit en fait que leur revenu des 0,1% a augmenté de plus de 100% sur les 20 dernières années, quand en réalité le reste de la population a augmenté d'un peu plus de 40%. Donc là, on a un écart significatif d'augmentation des 0,1% par rapport au reste de la population, ce qui n'était pas le cas vraiment de l'après-guerre aux années 80, où on a eu la population qui s'est enrichie plus rapidement que ces 0,1%, même que ces 1% les plus riches, qui a permis de créer ce dont on était fiers en France, plus qu'aux États-Unis, ça s'appelle une classe moyenne. Voilà. Or là, quand vous avez les 0,1% qui ont des revenus qui augmentent plus vite que le reste de la population, ça veut dire qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de classes moyennes et où vous avez une augmentation des inégalités qui part des plus riches. Donc la question après, c'est quelle société nous voulons ? Est-ce que nous voulons que ça continue de la sorte et nous pensons que cela est mérité, ou est-ce que nous voulons une société plus égalitaire ? Et dans ce cas-là, il faut mettre en place des mécanismes pour réduire ces inégalités. C'est assez parlant tout de même ces chiffres, ça illustre ce qu'on explique depuis des années. C'est exactement ça. Bah oui, ça illustre ce qu'on explique depuis des années. Ça illustre aussi des travaux de Thomas Piketty et Zuckman, notamment Thomas Piketty plutôt sur les revenus, sur le fait que vous avez une petite partie de la population qui commence à faire sécession. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette étude, parce que c'est une étude de l'INSEE, là vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir, comme tu l'as très bien précisé, que non seulement leur revenu a augmenté beaucoup plus vite que le reste de la population, mais qu'en plus, leur taux d'imposition moyen a diminué. Alors, ils vont toujours dire, oui, ça c'est les effets, comme on l'a dit toujours, Dracula. Oui, mais regardez, on paye beaucoup plus d'impôts sur le revenu. C'est vrai, ils en payent plus en volume, c'est-à-dire parce qu'ils gagnent plus. Voilà, mais parce qu'ils gagnent plus. Mais en même temps, le taux d'imposition moyen, c'est-à-dire la pression fiscale en pourcentage de ce qu'ils gagnent, elle a baissé. Donc ça, c'est significatif. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les dernières réformes qui ont été mises en place ces 20 dernières années
a profité à ces 0,1% plus qu'au reste de la population. Donc, c'est exactement ce qu'on avait dit, c'est que les règles économiques ces 20 dernières années profitent quand même plus aux riches qu'au reste de la population. Et on le voit du coup que la fiscalité, en fait, elle corrige pas du tout ces inégalités de revenus, surtout que les libéraux, en plus, ne veulent pas toucher à la fiscalité. Alors, elle les corrige quand même en partie. Je sais qu'on a souvent ce débat, mais elle les corrige quand même en partie dans le sens où vous avez quand même 7 personnes sur 10 qui profitent de la fiscalité, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus qu'ils ne payent quand on prend tout en compte, y compris les services publics. Donc il y a une forte redistribution qui est là. Mais malgré tout, ces revenus augmentent et ils payent moins d'impôts. Donc la question ensuite qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne doit pas agir... La fiscalité corrige les inégalités. Donc on agit en aval. Voilà, elle ne peut pas tout corriger, mais elle corrige quand même les inégalités. Après, en amont, il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Notamment, on peut se poser la question de l'augmentation du SMIC. Voilà, là, de l'augmentation des salaires. De règles, par exemple, dans des entreprises comme le CAC 40 ou comme on l'a souvent dit, les entreprises de plus de 5000 salariés qui ont quand même 30% des salariés en France et qui sont des grosses entreprises, on peut se poser la question de mettre en place des lois sur les écarts de revenus entre le salarié moyen d'une entreprise et le patron, parce que ces écarts de revenus, avant les années 80, étaient plutôt de 80. On multipliait le salaire moyen d'un salarié par 80, on avait le salaire du patron. Aujourd'hui, elles sont à 200, 300, ce qui montre que il y a eu une envolée, encore une fois, du salaire des très hauts dirigeants, qui se retrouvent d'ailleurs dans ces 40 000 foyers. Il y a une grosse partie qui sont des cadres dirigeants. Et donc là, c'est des règles qu'on peut mettre pour qu'avant correction, il y ait des inégalités de revenus en amont qui soient beaucoup plus maîtrisées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Surtout que par rapport aux inégalités de revenus, il y a l'origine aussi des revenus qui est assez intéressante qu'on voit dans cette étude. Par exemple, pour les foyers à très haut revenu, les salaires, les traitements, les pensions de retraite, c'est 38%, quand pour le reste de la population, c'est 90%. Et en fait, pour les infimes plus riches, là, il y a 47% de revenus de capitaux mobiliers, 11% de revenus professionnels de professions indépendantes, 3% de revenus fonciers. Est-ce que ça montre que, en fait, c'est pas le travail qui enrichit, c'est la rente ou alors d'autres mécanismes financiers? Exactement, c'est-à-dire que plus on est, tu l'as très bien expliqué, plus on est très riche, plus on ne vit pas que de son salaire. En fait, les gens pauvres ne vivent que de leur salaire. Et plus leur salaire est bas, moins ils peuvent épargner, plus ils sont dans l'urgence du quotidien et ils dépensent tout pour vivre, subvenir à leurs besoins quotidiens. Et plus vous êtes riche, quand les salaires augmentent, vous épargnez, et plus vous êtes très riche comme ces gens-là, plus vous avez un salaire qui est une part plus faible de votre revenu. Le reste de vos revenus, c'est ce dont vous avez hérité, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, des appartements que vous louez, le patrimoine mobilier, des actions que vous avez placées en bourse. Et c'est ça qui constitue une partie du revenu. Et là, on ne parle que du revenu, on ne parle pas du patrimoine. Si on parlait du patrimoine, là, ce serait des écarts encore plus importants. Là, on ne parle que du revenu. Donc, ce dont on parle, là, c'est des revenus qu'ils touchent de leur patrimoine. Ce n'est pas la valeur de leur patrimoine. C'est un appartement, je ne sais pas moi, qui va valoir 600, 700 000 euros. Le patrimoine, c'est 700 000 euros. Si vous le louez 2 000, 2 500, peut-être 3 000 euros par mois. Là, on parle des 3 000 euros seulement, pas du patrimoine qu'ils ont. Donc oui, plus vous êtes riche, plus vous avez un patrimoine qui vous rapporte de l'argent et plus la part de vos salaires est faible en réalité. Et là, on le voit bien parce que tu l'as dit, c'est 38%, hein, c'est ça. Donc c'est assez faible. Le meilleur moyen d'être riche, en fait, c'est d'avoir des parents riches, pas de travailler. Pas de s'arracher à la tâche, comme on peut l'entendre. Tout à fait. On voit bien dans d'autres études qui ont été faites, dont on a discuté ici, c'est-à-dire que la part de l'héritage dans les patrimoines a très fortement augmenté ces 40 dernières années. Et justement parce que l'immobilier a eu des taux de croissance parfois à 2 chiffres. Quand on regarde... Jusque dans les années 90, on avait un immobilier qui était assez corrélé aux revenus et puis qui s'est détaché complètement, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les revenus qui n'ont pas suivi la hausse des prix de l'immobilier, il est très difficile pour des gens aujourd'hui d'avoir accès à la propriété, même des gens qui gagnent plutôt bien, qui sont au-dessus du salaire moyen, mais qui n'ont pas de patrimoine. Donc l'augmentation de l'immobilier, la bourse a fait également que les patrimoines se sont enrichis et donc aujourd'hui, vous pouvez hériter d'une fortune et même si vous travaillez, ça ne changera rien à votre fortune finale. Alors que quand vous héritez de rien, même en travaillant, vous ne pourrez pas avoir accès à un patrimoine minimum. Et ça, c'est questionnable dans une société, on va dire, démocratique, qui a marqué sur tous les frontons quand même égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Il y a le mot égalité, donc c'est des questions qu'on doit se poser. Quand on voit le découpage et l'origine des revenus, là, est-ce que, du coup, le débat sur la taxe Zucman est encore plus essentiel et cette proposition devient très intéressante? Oui, tout à fait. Alors, déjà,
il n'y a pas vraiment, il n'y a pas que des héritiers, parce qu'il y a une partie, un tiers qui sont des joueurs de foot, des sportifs de haut niveau, qui eux, pour le coup, ne sont pas des héritiers. Et après, vous avez une autre partie qui sont des cadres dirigeants d'entreprise et des grands PDG qui, eux, peuvent être effectivement en partie des héritiers. Maintenant, ça n'enlève en rien la question de la taxe Zuckman. Héritier ou pas héritier. Ce que nous montre ça, c'est que la dynamique de l'enrichissement s'accélère très rapidement dès que vous avez de l'argent, à cause de l'immobilier, à cause du capital. Et donc, cette dynamique-là, à un moment, on le voit bien, là, il y a des écarts. Pour redresser les écarts, soit on va en amont, comme on l'a dit, et on met des règles pour que ces écarts n'augmentent pas. Alors, on limite le salaire des footballeurs, on limite les bonus que l'on va donner, les dividendes que l'on va donner, on les limite, on limite les écarts salariaux. Et dans ce cas-là, il y aura moins de fiscalité. Mais si on ne touche à rien en amont, il faut corriger beaucoup plus par la fiscalité, parce que là, on voit vraiment que les revenus s'écartent. Et c'est là que la taxe Zuckman trouve tout son sens, parce que quand on voit l'augmentation qu'il y a eu en 20 ans de plus de 100%, c'est un doublement. 2% d'une augmentation qui est largement au-dessus de ça, il y a rien, ça n'empêchera pas les plus riches de continuer à s'enrichir. Voilà, ça n'empêchera pas ça. Alors, dans les 40 000, ils ne sont pas tous à la taxe Zuckman. Là, il n'y en a que 1800. Mais ces 1800-là ont une croissance encore plus exponentielle que ce dont on a parlé aujourd'hui dans l'étude. Donc, il est normal à un moment de corriger. Ce qui a crispé les libéraux pendant les débats sur la taxe Zuckman, c'est que justement Zuckman, il voulait aller chercher tous les moyens de s'enrichir, toutes les origines des revenus ou pas des revenus, et notamment les biens professionnels. Et on voit qu'ils ont une part très importante dans l'enrichissement et dans l'accélération de l'enrichissement. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les biens professionnels sont utilisés comme des biens particuliers. C'est ça, en fait, c'est que la limite entre les deux est de plus en plus floue. Donc, vous avez des gens qui, par des montages, arrivent à se verser moins de revenus, donc avoir moins de patrimoine privé, mais qui ont la vie de quelqu'un qui a un fort patrimoine, mais ce patrimoine appartient à leur holding ou à leur société. Donc, il faut inclure les deux aujourd'hui, sinon on refait les mêmes erreurs qu'avec l'ISF, où des gens arrivent, des grandes fortunes. L'Oréal, la patronne de L'Oréal, Madame Bettencourt, arrive à échapper à l'ISF, alors qu'elle est la première fortune française, et même elle a été une fois la première fortune mondiale. Donc on voyait que l'impôt n'était pas bien calibré. C'est pour ça qu'il faut prendre tout en compte. Et ce qui est important aussi, c'est d'analyser la place de l'État et des politiques libérales qui ont été mises en place depuis, là on a vu c'est de 2003 à 2022, puisque cette accélération de l'enrichissement des 0,1%, là, on voit que c'est notamment grâce aux revenus des capitaux mobiliers, donc les actions notamment. Et on peut voir que ces dernières années, les revenus des actionnaires, on n'y touchait pas. On disait, ça va servir pour réinvestir. Et en fait, ce qu'on a vu ces 5 dernières années, c'est que les pauvres se sont appauvris par rapport aux crises et que les dividendes des grandes entreprises ont explosé. Et elles n'ont pas servi à faire tampon avec la crise ou quoi, mais elles ont servi à enrichir les actionnaires. Il y a ça aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, toutes les réformes fiscales qui ont été mises en place par Macron, dans la courbe qui est faite depuis 2003, on voit qu'à partir de 2018, mise en place de la flat tax, c'est-à-dire d'une baisse d'impôts sur les revenus financiers, donc les actions, on voit que la courbe augmente tout de suite. Parce qu'on l'a dit, une grosse partie de leurs revenus, c'est des actions. Donc on voit bien effectivement que ce qui s'est passé pendant les crises. Alors, il y a eu le programme, depuis 2003, il y a quand même un programme qui va toujours dans le même sens, on l'a dit, de baisse de la pression fiscale, de baisse des impôts, de baisse de cotisations. Puis il y a eu les lois travail, puis il y a eu le CICE, puis il y a eu la flat tax, puis il y a eu la baisse de l'IS, puis il y a eu le travail. Donc on voit vraiment quelque chose qui va profiter à des entreprises qui font déjà beaucoup d'argent et qui vont en faire encore plus. Oui, donc, les aides aux entreprises ont explosé. Donc toutes ces réformes sont responsables quand même de l'augmentation. Mais il y a une nette accélération sous Macron. Macron a été plus loin qu'Hollande et Hollande avait été plus loin que Nicolas Sarkozy sur la question économique. Et il y a une nette augmentation. Donc on voit très bien que les mesures fiscales ont été mises en place pour favoriser les plus riches. Là, on a l'exemple c'est criant, c'est parlant. On a le graphique qui montre que les dernières réformes fiscales ont plus profité aux plus riches. Là, c'est indéniable.
On a aussi, On le savait déjà ici, mais oui. maintenant on en a la preuve. On l'avait dit, oui. On a aussi des chiffres en ce qui concerne les très hauts salaires. Les salariés les mieux rémunérés de leur génération en 2022 étaient déjà dans le haut de l'échelle salariale 15 ans auparavant. Et aussi, ils ont fait un peu le profil des 0,1% des foyers les plus aisés. Ils sont plus urbains, pour la moitié franciliens et plus âgés que la moyenne. Est-ce qu'on peut vraiment parler là de reproduction sociale en fait ? Bien sûr, on voit, plus de 50% vivent en Île-de-France, majoritairement dans l'ouest parisien et dans le 92. Je pense que si on allait plus finement là-dessus, on verrait qu'il y a une forte concentration énorme dans certains arrondissements parisiens et dans l'ouest parisien. Donc ça, c'est une chose aussi à le dire, c'est-à-dire que la richesse se concentre dans certains endroits en France. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on aborde la question de la taxation des très riches, vous avez des gens parfois dans les classes moyennes qui vont vous dire faut pas taxer le travail et tout, parce qu'ils n'ont pas, je pense, l'idée de la dimension de la richesse. Quand vous ne côtoyez pas la richesse près de vous, c'est très difficile de s'imaginer la dimension qu'elle peut avoir. Le riche, c'est pas quelqu'un qui va gagner 4, 5 000, 6 000 euros par mois et qui va peut-être avoir une entreprise qui fonctionne assez bien, etc. Là, on parle de gens qui ont 1 million de revenus. Hein. Je ne veux même pas voir le patrimoine. 1 million de revenus, c'est-à-dire 90 000 euros par mois de revenus en moyenne. Et après, si on prend le patrimoine, je pense qu'on est sur des tranches assez élevées. Donc, oui, on voit que c'est très concentré dans certains endroits. Et ça, ça montre que la richesse, elle est dans de petites mains, et ces petites mains vivent dans des endroits assez similaires. Pendant ce temps, notamment dans les discussions budgétaires, on nous dit de réduire les dépenses et que ce sont les pauvres et les classes moyennes basses qui pèsent sur les finances. On nous parle toujours qu'il faut réduire les dépenses, l'hôpital, le chômage, les retraites, etc. Ça, c'est une vieille stratégie libérale pour qu'on ne regarde pas ce qui se passe chez les 0,1% là ? Exactement. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on oppose tout le temps, en fait, quelqu'un qui va travailler, effectivement, qui va travailler avec 2 000 euros, 1 800 euros, et qui va, s'il est seul, toucher moins de prestations, à celui qui serait un profiteur du RSA ou des aides, ou un étranger qui viendrait profiter de l'aide médicale d'État. Les fameux assistés. Voilà, on oppose cela. Et finalement, ça marche un petit peu dans l'opinion publique, hein, on le voit bien, ça prend. Et moi, je pense que cette opposition, c'est justement pour les empêcher d'aller regarder un peu ce qui se passe en haut, parce qu'en haut, là, on a les vrais écarts de richesse, comme le montre l'INSEE. Et le plan de base de M. Lecornu, et on pourrait rajouter celui de Bayrou et avant celui de M. Barnier, c'était toujours le fait de ne pas faire payer les retraités. Alors, on nous explique que les retraités sont très, très riches, avec une pension moyenne à 1 600. S'il y a des riches, on sait où ils sont. Là, voilà. Mais on ne peut pas dire que tous les retraités sont riches. Et s'ils sont riches, on l'a déjà dit, c'est qu'ils ont du patrimoine. Donc, ça, taxons le patrimoine. Mais là, cette question n'est pas posée. Ou taxons les revenus, même s'ils ont plusieurs revenus. S'ils ont une pension à 1 600, mais que derrière, ils ont, 25 000 euros de revenus parce qu'ils ont des appartements, taxons les revenus. Voilà, on peut le faire. Mais ce n'est pas le cas de tous les retraités. Donc, on va aller prendre ça. On va aller prendre de l'argent aussi aux malades, puisqu'on va leur donner un reste à charge plus élevé à payer. Et puis, on va faire des coupes, encore une fois, sur les collectivités locales, ce qui va donner moins de marge de manœuvre aux mairies et les mairies les plus pauvres. Heureusement qu'elles sont là pour aider les gens les plus pauvres dans des activités périscolaires, mais aussi dans des activités culturelles et sportives, parce que les pauvres ont aussi le droit d'avoir des activités culturelles. Donc, on voit très bien que quand vous avez Bayrou qui disait « Nous sommes tous responsables », oui, d'accord, mais à différents niveaux, hein. Et que nous sommes loin d'être un pays pauvre. Nous sommes un pays avec beaucoup d'argent, mais il faut avoir le courage d'aller chercher cet argent à un moment. Et je veux dire, on ne peut pas laisser aller une petite partie de la population, là on parle de 0,1, s'enrichir encore à des rythmes comme ça, tout en demandant des efforts aux 99,9%. À un moment, ça ne va pas être acceptable. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite et historique. Et vous le savez, nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous. Signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.